Alors sur cette petite vidéo, je vais faire un retour sur l'explication de l'allure de la courbe conductivité en fonction du volume de solution titrante versé lors d'un titrage conductimétrique, et je vais reprendre l'exemple du titrage du desktop par l'acide chlorhydrique. Alors juste un petit rappel pour qu'on se remémore un petit peu le contexte. Le desktop, c'est une solution de déboucheur qui contient de l'hydroxyde de sodium en solution aqueuse, une solution de soude, c'est-à-dire des ions Na+, et des ions HO-. L'acide chlorhydrique, c'est une solution aqueuse qui contient des ions H3O+, et des ions Cl-. Donc lors du TP, on avait placé la solution de déboucheur qui contient l'hydroxyde de sodium dans le bécher, et dans la burette, la solution titrante, c'était la solution d'acide chlorhydrique. Alors je vais essayer de vous expliquer l'allure de la courbe sigma fonction du volume de solution titrante versée qu'on a obtenu lors du TP, et je vais le faire de deux manières différentes. Alors la première manière de vous expliquer, ça va être une sorte de vulgarisation, une manière simplifiée, un peu imagée, un peu rigolote, un peu amusante, et puis après je ferai quelque chose d'un petit peu plus rigoureux au niveau de la démonstration de l'allure des courbes. Alors allons-y, pour commencer par la manière amusante. Alors, on va d'abord s'intéresser aux protagonistes de l'histoire. Alors, on va parler des ions hydroxydes, ceux qui sont présents dans la solution de déboucheur. Alors, je les ai représentés par des petits bonhommes, là, avec le O et le H de l'ion hydroxyde. Les ions en solution, ce sont eux qui sont les porteurs de charge. Donc, mon petit hydroxyde, il transporte une charge moins. Et vu que ce sont les porteurs de charge qui permettent de faire passer le courant électrique en solution aqueuse, j'aurais mis des petites palmes pour dire que c'est eux qui peuvent se déplacer dans la solution pour faire passer le courant électrique. Je rappelle que les électrons sont les porteurs de charge qui permettent le passage des courants électriques dans les conducteurs comme les métaux, mais que les électrons ne peuvent pas passer en solution aqueuse, et que le passage d'un courant électrique en solution aqueuse est dû uniquement à la présence d'ions dans cette solution aqueuse. Alors revenons-en à notre ion hydroxyde. Alors l'ion hydroxyde, il a une conductivité molaire ionique assez grande, ça veut dire que c'est un assez bon transporteur de charge électrique en solution aqueuse. Donc je l'ai représenté avec des palmes de taille assez importante pour dire que c'était un bon transporteur de charge, un bon porteur de charge. Ensuite, présent dans le bécher initialement dès le début du titrage, on a aussi les ions Na+. Donc les ions Na+, ils ont une conductivité molaire ionique qui est plus faible que la conductivité molaire ionique des ions hydroxydes, d'où la représentation avec les palmes plus petites. Et la charge d'un ion sodium est une charge plus, donc j'ai représenté différemment la charge que va transporter cet ion sodium. Ensuite, il y a les ions chlorure qui sont présents dans l'acide chlorhydrique, qui ont une conductivité molaire ionique assez faible, et qui sont donc des anions chargés négativement. Et les ions H3O+, les ions oxonium, sont un très bon porteur de charge puisqu'ils ont une conductivité molaire ionique très importante, et donc d'où la représentation de mon ion H3O+. J'ai représenté aussi les petites molécules d'eau, H2O. Les molécules d'eau vont être présentes, à la fois dès le départ, puisque ce sont des solutions aqueuses, mais ça va être aussi un produit de la réaction chimique, donc il va se former des molécules d'eau au cours du titrage, et ces molécules d'eau ne transportent pas la charge électrique, ne permettent pas le passage du courant, c'est pour ça que je ne l'ai pas représenté avec des palmes. Alors revenons à notre titrage avec suivi conductimétrique. Initialement, dans le bécher, puisque c'est là qu'on place le conductimètre, la solution aqueuse contient des ions sodium et des ions hydroxyde. Donc j'en ai représenté 3 de chaque pour simplifier sur mon petit schéma. La conductivité initiale de la solution n'est donc pas nulle, puisqu'il y a déjà des ions présents en solution avant le début du titrage. Si je fais le bilan, j'ai donc une conductivité qui va être égale à la conductivité molaire ionique des ions sodium fois la concentration des ions sodium, plus la conductivité molaire ionique des ions hydroxyde multipliée par la concentration en ions hydroxyde. Ça, c'est pour la conductivité dans l'état initial. Ensuite, avant l'équivalence, on va commencer à verser un peu de solution titrante
dans le bécher. L'ajout de solution titrante va permettre d'introduire dans le bécher des ions H3O+, et des ions Cl-. Les ions Cl- qui sont des ions spectateurs ne vont pas réagir, et donc ils vont ajouter leur contribution à la conductivité de la solution. Par contre, les ions H3O+, qu'on ajoute, vont réagir avec les ions OH-. Et donc, globalement, les ions H3O+, ne vont pas être pris en compte dans la conductivité de la solution avant l'équivalence, puisqu'ils disparaissent, ils réagissent tout de suite, avec des ions hydroxy. Donc, globalement, si je regarde la petite simulation, à chaque fois que je vais rajouter un peu d'acide chlorhydrique, il va y avoir les ions chlorure qui vont être ajoutés en solution et qui vont permettre à la solution d'être plus conductrice qu'avant. Les ions H3O+, eux, ne vont pas ajouter leur contribution à la conductivité, et même mieux que ça, ils vont réagir avec des ions OH-. Les ions OH- vont disparaître de la solution, et donc l'ajout des ions H3O+, va avoir tendance à faire diminuer la conductivité de la solution. Donc d'un côté, la conductivité devrait augmenter puisqu'on ajoute des ions chlorure, et d'un autre côté, elle devrait diminuer parce qu'on fait disparaître des ions H- par ajout d'ions H3O+. Globalement, si je regarde au niveau du nombre d'ions, à chaque fois que j'ajoute de l'acide chlorhydrique, je vais rajouter un H3O+, et un Cl-. J'ai un Cl- qui va augmenter la conductivité de la solution, et je vais avoir un HO- qui va disparaître. Donc tout se passe comme si, à chaque ajout d'acide chlorhydrique, j'avais un anion Cl- qui allait remplacer un anion HO-. Donc pour savoir ce qui se passe au niveau de la valeur de la conductivité, il faut que je regarde la valeur de la conductivité molaire ionique de l'ion chlorure par rapport à celle de l'ion HO-. Si je simplifie, je dois me poser la question, est-ce que l'ion chlorure que j'ai ajouté va mieux ou moins bien conduire le courant électrique dans la solution que l'ion HO- que j'ai fait disparaître. Donc je compare les valeurs de ces deux conductivités molaires ioniques et je me rends compte que la conductivité molaire ionique de l'ion chlorure est plus faible que celle de l'ion HO-. Les ions chlorure conduisent moins bien le courant électrique en solution que les ions HO-. Et donc au fur et à mesure d'ajout de solutions titrantes, je vais avoir la conductivité de la solution qui va diminuer puisque les ions chlorure que j'ajoute ne vont pas suffire à compenser la disparition des ions HO- qui vont réagir avec les ions H3O+, que je vais ajouter. Donc ça va être le cas jusqu'à arriver à l'équivalence, c'est-à-dire l'état du système chimique pour lequel j'aurais rajouté suffisamment d'ions H3O+, pour consommer tous les ions HO-. À ce moment-là, j'arrive à l'équivalence. À l'équivalence, tous les ions HO- ont été consommés, tous les ions H3O+, que j'ai ajoutés ont réagi eux aussi, et donc si on fait le bilan aux solutions, il ne va rester que les ions Na+, qui sont présents depuis le début et qui sont les ions spectateurs, les ions Cl- que j'ai rajoutés au cours du titrage, ions spectateurs eux aussi, et tout le reste dans la solution, ce seront des molécules d'eau. Donc globalement, au niveau de la conductivité, je vais atteindre un minimum de conductivité, puisque j'aurai que les ions Na+, et les ions Cl- qui ont des conductivités molaires ioniques qui sont faibles en plus, qui seront présents en solution. Donc là, j'arrive au minimum de la courbe. Que se passe-t-il ensuite une fois qu'on continue à rajouter de la solution titrante après l'équivalence? Eh bien, on ajoute des ions H3O+, et des ions Cl- dans la solution. Les ions H3O+ ne réagissent pas, les ions Cl-, comme depuis le début ils sont spectateurs, ne réagissent pas non plus. Et donc globalement, à chaque ajout de solution titrante, on va rajouter des ions H3O+ et des ions Cl-, qui vont contribuer tous les deux à la conductivité de la solution, qui va donc augmenter au fur et à mesure d'ajout des ions H3O+ et des ions Cl-. Donc si on fait le bilan, on avait une conductivité initiale dans le bécher qui était non nulle. Dans une première partie avant l'équivalence, au fur et à mesure de l'ajout de réactifs, on a une conductivité qui va diminuer pour atteindre un minimum à l'équivalence. Et après l'équivalence, si je continue à rajouter de l'acide chlorhydrique, je continue à rajouter des ions H3O+ et des ions Cl-, et la conductivité de la solution va à ce moment-là se mettre à augmenter. Voilà, donc ça c'est pour la manière peu rigoureuse et vulgarisée d'expliquer l'allure de la courbe qu'on a obtenue lors du TP.
Alors maintenant, je vais expliquer par une deuxième méthode un petit peu plus rigoureuse l'allure de cette même courbe obtenue lors du titrage conductimétrique du desktop par l'acide chlorhydrique. Alors pour commencer, on va rappeler la loi de Kohlrausch qui dit que la conductivité d'une solution est égale à la somme des conductivités molaires ioniques multipliées par la concentration pour chaque ion. Donc en fait, la conductivité d'une solution a une contribution qui est due à chaque ion. Cette contribution est proportionnelle à la concentration des ions et à la conductivité molaire ionique, qui est une caractéristique de l'ion et qui traduit sa capacité à faire passer le courant électrique dans une solution. Ensuite, je rappelle l'équation de la réaction support du titrage, donc H3O+, plus HO- donne 2H2O. Alors commençons par voir ce qui se passe dans l'état initial, c'est-à-dire avant qu'on ait ajouté de la solution titrante. Dans l'état initial, si on fait un bilan des espèces présentes dans la solution, eh bien, on a les ions sodium et les ions hydroxyle qui sont présents dans le déboucheur, des molécules d'eau qui sont présentes. Si je veux appliquer la loi de Kohlrausch à la solution dans son état initial, je ne vais pas prendre en compte les molécules d'eau puisque les molécules d'eau ne transportent pas la charge électrique, pas les porteurs de charge. Donc la loi de Kohlrausch va me donner que la conductivité de la solution est égale à, alors je vais appeler lambda 1 la conductivité molaire ionique de l'ion sodium pour simplifier, et lambda 2 la conductivité molaire de l'ion hydroxyle. Donc la conductivité de la solution initiale est égale à lambda 1 fois la concentration en ion Na+, plus lambda 2 fois la concentration en ion hydroxyle. Si j'appelle Cb la concentration de la solution des stocks qui était présente initialement dans le bécher, eh bien, les ions Na+ étaient présents à la concentration Cb, les ions HO- étaient présents à la concentration Cb, et donc la conductivité initiale de la solution est égale à lambda 1 fois Cb plus lambda 2 fois Cb. Donc ça, c'est pour la conductivité initiale. On retrouve le même résultat que dans la première méthode, à savoir que la conductivité initiale de la solution est non nulle. Ensuite, on va commencer à ajouter de la solution titrante. Et je vais regarder ce qui se passe pour le mélange, le milieu réactionnel avant l'équivalence, c'est-à-dire pour un état du système chimique pour lequel les ions H3O+, seraient introduits en défaut par rapport aux ions HO-. Je rappelle l'équation de la réaction. H3O+, plus HO- donne 2H2O. Je vais tracer rapidement un tableau d'avancement qui correspond à la réaction. Dans un état initial, j'aurai donc la quantité de matière des ions H3O+, qui serait de Ca fois Va, si j'appelle Va le volume de solution titrante versé au moment où je m'intéresse à mon système chimique. Les ions HO- présents dans le bécher ont été introduits à la concentration Cb et on en a placé un volume Vp. Et donc, voilà ma première ligne pour le tableau d'avancement. À l'état final de ce même ajout de solution titrante, vu que les ions H3O+, sont limitants, sont réactifs en défaut, je vais bien avoir 0 au niveau de leur quantité de matière, et au niveau des ions hydroxydes, je vais avoir CbVb moins CaVa. L'eau étant toujours en excès, puisque c'est le solvant du mélange. Les espèces présentes en solution, si je veux faire un bilan avant l'équivalence, au moment après avoir ajouté de la solution titrante, on a toujours les ions sodium qui sont des ions spectateurs qui sont présents depuis le début et qui n'ont pas réagi. Il reste des ions hydroxydes, puisqu'ils sont réactifs en excès, je suis avant l'équivalence, je n'ai pas ajouté assez d'ions H3O+, pour que tous les ions HO- aient été consommés. J'ai introduit des ions H3O+, que je ne prends pas en compte, puisqu'ils ont été totalement consommés, c'est le réactif en défaut. Et j'ai par contre des ions chlorures, des ions spectateurs, qui ont été introduits au moment d'ajout d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire de solution titrante. Si j'applique la loi de Kohlrausch, je vais donc avoir la conductivité de la solution avant l'équivalence est égale à lambda 1 fois concentration en Na+, plus lambda 2 fois concentration en HO-, plus lambda 3 fois concentration en Cl-. Alors maintenant, il me reste à exprimer les différentes concentrations qui interviennent dans cette loi de Kohlrausch, puisque les conductivités molaires ioniques, les petits lambda, on les connaît, ils sont donnés dans l'énoncé. Alors si je m'intéresse à la concentration en ion sodium, Na+, par définition, la concentration en ion sodium, c'est la quantité de matière d'ion sodium divisée par le volume total de la solution, c'est-à-dire de tout ce que j'ai introduit dans le bécher. Les ions sodium, j'en ai mis une certaine quantité au départ, ils étaient dans le desktop, dans le déboucheur. Donc le déboucheur avait pour concentration Cb en soude et j'en ai mis un volume Vb. Donc la quantité de matière d'ion sodium, c'est CbVb sur
Le volume total, c'était le volume VB que j'avais mis initialement dans le bécher, plus VA, le volume de solution titrante que j'ai ajouté. Et donc je me rends compte que le petit volume VA que j'ai ajouté de solution titrante est faible par rapport au volume de ce que j'avais dans le bécher au départ. Et donc je vais avoir VA plus VB qui est à peu près égal à VB, et donc je vais avoir la concentration en ion Na+, qui va être à peu près égale à la concentration CB de la solution. Parce que le volume VA sera petit devant le volume de ce que j'avais mis dans le bécher. Ensuite, je m'intéresse à la concentration des ions hydroxydes dans le bécher. Alors les concentrations des ions hydroxydes dans le bécher, ça va être la quantité de matière de HO- divisée par le volume total, à savoir CBVB moins CAVA, ça c'est la quantité de matière que je reprends dans le tableau d'avancement à l'état final, divisé par le volume total, c'est-à-dire VA plus VB, et donc ça va être à peu près égal à CBVB moins CAVA sur VB. Si je veux, je peux découper en deux morceaux, donc ça me fait CB moins CAVA sur VB. Idem pour les ions chlorure. Alors les ions chlorure, j'en ai introduit une quantité de matière CaVa, et avec le même rapport de volume, je vais avoir à peu près CaVa sur VB. Finalement, on va donc avoir la conductivité de la solution qui va être égale. Alors il suffit que je remplace les différentes concentrations que j'avais tout à l'heure par leurs expressions. On va retrouver que la conductivité de la solution avant l'équivalence, c'est la conductivité initiale plus CaVa sur VB fois lambda 3 moins lambda 2. Lambda 3 moins lambda 2, c'est la conductivité molaire ionique des ions chlorure moins la conductivité molaire ionique des ions hydroxydes. Les ions hydroxydes étant meilleurs conducteurs que les ions chlorure, je vais donc avoir lambda 3 moins lambda 2 qui va être négatif, et donc la conductivité de la solution avant l'équivalence va être inférieure à la conductivité initiale. Ça veut dire que la conductivité au fur et à mesure de mes ajouts de solutions titrantes va avoir tendance à diminuer par rapport à ce qu'elle valait initialement. Ça c'était pour la première partie avant l'équivalence. Alors ensuite, intéressons-nous à ce qui se passe à l'équivalence. Alors l'équivalence, je rappelle que c'est l'état du système chimique pour lequel les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors je réétablis à nouveau le même tableau d'avancement que tout à l'heure, mais cette fois-ci, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire que dans l'état final, les quantités de matière de H3O+, et de HO- seront nulles, par définition de l'équivalence. Alors si je fais un bilan des espèces présentes à ce moment-là dans le bécher, dans le milieu réactionnel, il y a toujours les ions Na+, les ions spectateurs qui n'ont pas réagi. Il va y avoir ni ions H3O+, ni ions HO-, puisqu'ils ont été totalement consommés. Il va me rester des ions chlorure, les ions Cl-, qui ont été introduits lors de l'ajout de solutions titrantes. Les molécules d'eau sont toujours là, mais elles ne seront pas à prendre en compte pour établir l'expression de la conductivité de la solution. À l'équivalence, la conductivité de la solution, si j'utilise la loi de Colroche, elle va donc être égale à lambda 1 fois concentration en Na+, plus lambda 3 fois concentration en Cn-. Or, même chose que tout à l'heure, si je fais un calcul, une expression, si je cherche à trouver l'expression la concentration des ions Na+, en solution à ce moment-là, ça sera la quantité de matière d'ions Na+, divisée par le volume total. Des ions Na+, ils étaient présents initialement dans le bécher, donc il y en a CBVB, divisé par le volume total, VA plus VB. Si je considère que VB est grand devant VA, VA plus VB est à peu près égal à VB. Même chose que tout à l'heure, je trouve une concentration en ion sodium à peu près égale à CB. Pour les ions chlorure, ils ont été introduits en même temps que la solution, à l'intérieur de la solution titrante. Donc leur quantité de matière, ça va être CaVa, que je divise par VA plus VB, même chose que tout à l'heure. Si VA est petit devant VB, VA plus VB est à peu près égal à VB. Et donc la concentration en ion chlorure sera égale à Ca fois Va sur Vb. Je réintroduis l'expression de ces concentrations dans la loi de Colroche qu'on a établie juste avant, et ça va donc me donner que la conductivité à l'équivalence est égale à lambda 1 Cb plus lambda 3 Ca Va sur Vb. Ça c'est la valeur de la conductivité de la solution à l'équivalence, qui est relativement faible puisqu'on a en présence uniquement deux ions, les ions spectateurs, qui ont des conductivités molaires ioniques relativement faibles
et des concentrations qui ne sont pas non plus très importantes. Voilà ce qui se passe à l'équivalence. Dernière phase du titrage, que se passe-t-il après l'équivalence? Donc après l'équivalence, ça veut dire que on continue à rajouter de la solution titrante, c'est-à-dire des ions H3O+, et des ions Cl-, qui vont donc être introduits en excès pour les ions H3O+. Si j'établis à nouveau le tableau d'avancement, que je complète comme tout à l'heure, cette fois-ci, ça va être l'ion hydroxyde qui va être le réactif limitant, donc je mets 0 dans sa case concernant la quantité de matière dans l'étape finale. Et les ions H3O+, eux, j'avais initialement une concentration CaVa, j'arrive à l'équivalence, j'en ai consommé CbVb, je continue à en rajouter, et donc, dans l'état final, je vais donc en avoir CaVa moins CbVb, le CbVb étant le Xf que je pourrais calculer en annulant ce qui se passe pour la quantité de matière de H au- dans l'état final. Si je fais un bilan des espèces présentes en solution, à ce moment-là, après ajout de solution titrante, après l'équivalence, j'ai des ions de sodium et Na+, qui sont spectateurs, qui sont présents depuis le début. J'ai des ions chlorure spectateurs que j'ajoute en même temps que les ions H3O+, lors de l'ajout de solution titrante. J'ai des ions H3O+, puisque je suis après l'équivalence, ils ont été introduits en excès. J'ai toujours mes molécules d'eau qui n'interviennent pas dans la conductivité de la solution. Donc, si j'établis la loi de Colroche et que je l'applique à ce cas particulier après l'équivalence, je vais donc avoir la conductivité qui va être égale à lambda 1 fois concentration Na+, plus lambda 3 fois concentration en Cl-, plus lambda 4 fois concentration en H3O+. Or, si je veux exprimer les différentes concentrations, je ne recommence pas pour Na+, c'est la même chose que tout à l'heure. Je ne recommence pas pour Cl-, c'est la même chose que tout à l'heure. Concernant les ions H3O+, je reviens à la définition. Concentration en ion H3O+, c'est quantité de matière d'ion H3O+, sur le volume total. Les ions H3O+, je regarde dans le tableau d'avancement dans l'état final en quantité de matière, j'en ai CaVa moins CbVb, pardon. Je divise tout ça par le volume total. Même hypothèse que tout à l'heure, Va est petit devant Vb, donc Va plus Vb est à peu près égal à Vb, et je trouve donc l'expression de la concentration en ion H3O+. Maintenant que j'ai établi les trois expressions des concentrations qui interviennent dans la loi de Colroche, je reporte à l'intérieur, et après une petite modification et un petit travail littéral, j'obtiens donc cette expression pour la conductivité de la solution après l'équivalence. Je me rends compte que j'ajoute des termes qui vont être positifs. CaVa sur Vb moins Cb positif puisque je suis après l'équivalence. Donc lorsque Va va augmenter, eh bien la conductivité après l'équivalence va augmenter elle aussi. Et donc je vais avoir une conductivité après l'équivalence qui va être de plus en plus grande, ce qui explique bien l'augmentation de la valeur de la conductivité, c'est-à-dire la croissance de la fonction conductivité en fonction du volume après l'équivalence. Donc ça c'était pour l'allure des courbes. Je rappelle, avant l'équivalence, la conductivité diminue, donc la courbe va descendre, la fonction va être décroissante. À l'équivalence, elle atteint un minimum, et puis après l'équivalence, la conductivité va augmenter à nouveau, c'est-à-dire que la fonction conductivité fonction du volume va être une fonction croissante. Maintenant, je peux m'intéresser à l'établissement de l'équation des courbes conductivité fonction du volume. Alors, intéressons-nous maintenant à l'établissement de l'équation des droites ou des portions de droite qui pourraient modéliser la conductivité en fonction du volume. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a des portions de droite? Alors revenons à ce qui se passe avant l'équivalence. Je reprends l'expression qu'on avait établie à partir de la loi de Colroche de tout à l'heure, concernant la conductivité, l'expression de la conductivité de la solution avant l'équivalence. Donc on avait conductivité avant l'équivalence, c'est égal à conductivité initiale plus CaVa sur Vb fois lambda 3 moins lambda 2. Sigma initial, donc c'est la conductivité initiale, qui est une constante non nulle, on l'a vu tout à l'heure. Je vais mettre Va devant, puisque ça va être la variable, multiplié par Ca sur Vb fois lambda 3 moins lambda 2. On a vu que lambda 3 c'était la conductivité molaire ionique des ions chlorure, lambda 2 celle des ions hydroxyde. Si je m'intéresse à leur valeur, je me rends compte que lambda 3 moins lambda 2 va être négatif, et que donc Ca sur Vb fois lambda 3 moins lambda 2 va être négatif. Je peux donc, pour simplifier, modéliser la conductivité avant l'équivalence sous la forme sigma égale une constante, que je peux appeler alpha,
plus VA, c'est la variable, multiplié par une autre constante, bêta, bêta étant négatif. On va donc avoir l'expression de l'équation de la conductivité en fonction du volume VA versé, qui va être l'équation d'une droite avec une pente, ou un coefficient directeur, qui va être négatif, ce qui explique bien l'allure de la courbe sur la première partie du titrage, qui peut être donc modélisée par une droite de pente négative, une fonction affine décroissante. Après l'équivalence maintenant, je reprends l'expression qu'on a établie tout à l'heure à partir de la loi de Colroche. Je fais quelques petites modifications pour mettre au début de l'expression une constante. Donc je vais avoir lambda 1 moins lambda 4 multiplié par CB. C'est quelque chose qui est constant, qui ne varie pas lorsque je fais varier VA. Plus une autre partie où il va y avoir VA qui va être en facteur. Donc lambda 3 plus lambda 4 fois VA sur VB fois CA. Lambda 3 plus lambda 4 fois CA sur VB, c'est une constante qui est positive. Donc là encore, je peux modéliser l'équation sigma fonction de VA de manière un petit peu plus simple. Je vais remplacer la fameuse constante devant par alpha prime, qui serait une constante. Ensuite, la deuxième constante, je vais l'appeler bêta prime étant positive. Je vais bien avoir la conductivité fonction du volume qui va être l'équation d'une droite, donc le coefficient directeur est positif, et je vais donc bien avoir une représentation affine, croissante, pour la deuxième partie de mon titrage. Voilà, donc ça c'est une explication un petit peu plus détaillée, un petit peu plus rigoureuse, qui peut être intéressante pour ceux qui envisagent une poursuite d'études scientifiques. Pour le bac, on n'ira jamais aussi loin, on se contentera de l'explication simplifiée qui permet de prouver qu'on a une décroissance de la conductivité avant l'équivalence et une croissance après l'équivalence. Je fais juste quand même une petite remarque, ce que j'ai détaillé ici n'est valable que pour le titrage du déboucheur, donc de l'hydroxyde de sodium par l'acide chlorhydrique. Si je m'intéresse à un autre type de dosage conductimétrique, il faudra recommencer cette même étude en comparant les conductivités molaires ioniques des différents ions avant, après l'équivalence, les concentrations, etc. Rétablir la loi de Colroche. Il n'y a pas de loi générale qu'on va pouvoir retenir. Il va falloir à chaque fois avoir le même type de raisonnement et regarder ce qui se passe en fonction de la nature des ions présents avant et après l'équivalence pour pouvoir conclure. En général, quand on vous demande de décrire et d'expliquer l'allure de la courbe, elle vous est donnée, et donc vous avez la base de la courbe pour pouvoir établir votre analyse et pouvoir comparer pour voir si votre raisonnement est bien correct et correspond bien à ce que vous devez observer.